Bonjour à tous et bienvenue sur OTP pour l'ultime journée de la saison régulière du LEC. Voilà, on termine cette Super Week en beauté sur cette journée à 5 matchs. Messieurs Duke et Tréton pour m'accompagner dans ce pré-show. Comment ça va les gars? Tréton, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Malheureusement, on est toujours de chez nous. Je ne peux pas voir mon super pot de carnage, mais tout de même prêt pour cette dernière journée de LEC qui s'annonce assez incroyable. Et Duke, ça roule? Bah nickel, ouais, on a une grosse course pour le top 4 là, et aussi pour la 6ème place. Enfin pour le top 4, le top 4 est sécurisé, mais quel va être l'ordre exact? C'est vraiment une journée avec beaucoup d'enjeux, donc c'est intéressant pour un dernier jour. Complètement. On va passer au récap vidéo de la journée d'hier, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Où est-ce qu'on nous a laissé au niveau des matchs? Messieurs, on avait commencé par un Misfits contre SK Gaming. Les Misfits, qui avaient cette victoire, pouvaient sécuriser leur spot dans le top 4 des playoffs. Et victoire, il y a eu, Tréton. Victoire, il y a eu en effet, mais victoire tout de même difficile avec de bons teamfights du côté des Misfits. On a eu un peu de mal contre des SK Gaming qui se sont bien battus. Gestion ont vraiment fait une game plus que correcte ici. On voit tout de même des Misfits qui l'emportent, mais c'était pas forcément une game extrêmement convaincante pour une équipe qui est dans le top 4. On attend à ce que les Misfits progressent encore et deviennent encore plus clean. Et vraiment, comme l'a dit beaucoup Zab hier soir, je suis d'accord sur le fait que c'est vraiment en teamfight qu'à chaque fois ils arrivent à faire la différence. Mais bon, il faudrait proposer encore plus et il faudrait stomp normalement sur le papier les SK Gaming quand on s'appelle Misfit. Je te rejoins là-dessus. Astralis contre Excel. Duke, c'était un match très important. Si les Astralis l'emportaient, je crois qu'ils étaient assurés de passer en play-off. Mais ce sont les Excel qui se sont imposés avec un très bon Markoon, une composition globale qui a fait beaucoup de mal aux Astralis. Voilà, il serait passé en play-off si Vitality avait perdu. Mais de toute façon, de toute façon, ça se serait joué aujourd'hui le match entre Vitality et Astralis. Mais ouais, les Astralis, c'était pas concluant. On a vu un call baron un peu flip après un catch en cross map de la part des Excel. Je suis pas forcément très confiant pour les Astralis pour cette course en playoff, mais ils ont montré qu'ils avaient encore de la ressource, donc on va voir ce que ça va donner. Des Astralis qui joueront contre les Vitality aujourd'hui, les Vitality qui se sont imposés, Tréton, après un early game très dominé par les Rogues qui sont retombés dans leur travers, et Vitality qui en profite en late game. Un énorme match de la Brof sur son trash qui a vraiment été très très bon, qui a donné un petit peu le comeback au Vitality, qui leur a permis sur le topside de reprendre des kills. Après on a sonné la charge avec un leader qui a fait beaucoup d'erreurs mais qui a aussi été assez clean dans les teamfights, qui a réussi à récupérer les bons kills, à trouver les bons flancs, et on arrive à sortir pour des Vitality qui ont du coup fait le plein de confiance avant le match très important d'aujourd'hui. Absolument. Derrière, c'était le G2 contre Schalke. Duke, pas un match avec un énorme enjeu. Schalke qui pouvait enfin jouer un peu libéré. Et écoute, ça a été un peu chaotique entre les deux équipes. Les G2 qui ont fini par l'emporter, mais il a fallu s'employer. Leur league game n'ayant pas toujours été évident non plus. Complètement. Les G2 qui ont failli faire une bonne perf. Les Schalke, failli faire une bonne perf, mais derrière, on les connaît. Il y a toujours un moment où ça coince un petit peu. Mais les G2 qui sont pas si convaincants que ça. Simplement, ce dont j'ai peur, à vrai dire, c'est un peu bête, mais on a vu Reckless tenter de la Kalista, ce qui est quand même pas son style historique. Est-ce que du coup à sa première game où finalement ça se passe pas bien avec Kalista et du coup il ressent un peu ce que c'est que de jouer Kalista derrière et du coup d'être un peu useless, espérons qu'il ne s'arrête pas dans sa lancée, qu'il décide pas de lâcher son pick quoi. C'est vrai, on verra aujourd'hui. Fnatic Mad Lions, Tréton, c'était le dernier match de la soirée, le match of the week, et les Mad Lions qui ont dominé les Fnatic dans cette rencontre. Ouais, des bons teamfights encore une fois, une composition qui devait recevoir des deux côtés. Les Mad Lions qui ont plutôt attendu les Fnatic, qui ont attendu un petit peu leurs erreurs, qui ont été un peu trop nombreuses dans ce match en l'occurrence. On a vu un Adam qui s'est fait solo kill par Armout qui a vraiment carré la game. C'était peut-être la plus mauvaise game de notre top laner français. Pour les Fnatic maintenant, ça fait beaucoup de défaites d'affilée. Il va falloir récupérer de la confiance dès aujourd'hui contre les Mad Lions pour bien aborder les playoffs, parce que je pense que cette équipe a tout de même beaucoup de potentiel. Absolument. Et le classement, avant d'entamer cette dernière journée de la saison régulière. Donc, comme vous le voyez, il y a ce match à 3 toujours pour la 3e place, la 6e place de la ligue. Et derrière, Rogue, Misfits, G2, Mad Lions, Fnatic, on le sait, ils sont qualifiés en play-off.
Et il y a encore une histoire de seeding à régler tout en haut du classement, même s'il y a une certitude, c'est que Fnatic joueront bien dans le lower bracket d'entrée de jeu, quelle que soit l'issue et les scénarios du match d'aujourd'hui. Et donc voilà, faudra faire la grande remontée pour tenter d'aller aux Worlds. Pour les Fnatic, messieurs, discutons champion un peu, puisque ce patch 11.15 a ramené certains pics particulièrement au premier plan. Et on voulait d'abord parler de Kennen, messieurs. Kennen qui est un champion qu'on revoit énormément. Duke, on voit un gros changement quand même dans l'impact du champion avant le 11.15 et sur le patch 11.15. On en a vu quelques-uns déjà cette semaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pic pèse énormément dans les matchs dans lesquels il est joué. Kennen, ça a toujours été un champion qui avait une très bonne phase de lane, qui peut bien snowball et qui a des bons teamfights en mid-game. Donc, pas étonnant de le voir un petit peu briller, surtout que c'est souvent joué notamment par un joueur comme Odo Amné, qui est un de ses pics fétiches, dans une équipe qui a tendance à snowball. Après, moi, je reste assez mitigé sur le pic dans le sens où c'est pas si évident de correctement teamfight avec Kennen, notamment quand t'as pas ton flash et que tu te fais vraiment counter par certains spells. Je pense au headbutt d'Alistar, au kick de Lee Sin, et encore plus par une exhaust. Et on l'a très bien vu dans le match contre Vitality hier. Labrov qui était au courant, qui a joué exhaust avec son thresh, et dès que Kennen entre dans le fight, il se prend une exhaust. Et le problème, c'est que tu peux pas. Enfin, disons que t'as qu'une seule opportunité avec Kennen, et si tu te fais exhaust, tu sers pas à grand chose. Ouais, le flash est assez important aussi. Tréton, on voit ce build maintenant avec vraiment l'électrocute qui a pris le dessus sur tous les autres builds. Ouais, c'est vraiment un build de one shot qui peut surprendre déjà en phase de lane dès le niveau 6. On a vu quelques solo kills de Kennen qui sont partis assez tôt, et même en termes de teamfight, l'entrée fait vraiment très très mal. Après, comme l'a dit Duke, il a tout de même des counterplaces au champion. Maintenant, je pense que il peut être très intéressant. S'il est bien drafté, c'est extrêmement fort. Maintenant, en effet, les équipes ont commencé à s'adapter contre lui. Les exos sont très très fortes. Quelques champions dans la méta vont l'embêter. Mais pour moi, c'est un champion qui doit être draft peut-être un petit peu plus tard. Et si tu le draftes assez tard, je pense que vraiment en top laner AP, c'est peut-être le meilleur actuellement, ce qui peut apporter beaucoup de versatilité dans ta draft. Oui, sachant qu'il n'y a pas énormément de top laner AP qui se jouent. On peut un peu penser à Gragas top, mais voilà, on n'en voit vraiment pas beaucoup. Et avec le ban assez récurrent de Diana dans la jungle, on se retrouve un peu sevré de jungler AP aussi. Donc Kennen semble être un bon palliatif et une bonne solution dans cette situation des drafts actuellement. Autre discussion de champion, messieurs. On voulait parler de Syndra, qui était aussi un des pics les plus attendus du patch 11.15. Et Duke, écoute, on peut voir qu'en réalité, quelques changements sur l'impact du champion, mais son Goldif à 15 passe en positif, mais pas un KDA de fou. Après, elle est un peu plus jouée quand même. On en a vu bot également. T'en penses quoi de Syndra sur ce patch? C'est un must dans l'absolu, malgré le fait que les stats soient pas délirantes actuellement? Je pense déjà il faut différencier bot et mid, dans le sens où le problème de Syndra, c'est que c'est un match contrôle et en plus un match presque assassin snowball, où on veut trouver des one shot en mid game, et si t'as pas suffisamment d'AP pour faire ton burst et supprimer quelqu'un dès le début du fight, c'est beaucoup moins utile. Et le problème, c'est que quand c'est joué bot, tu t'es forcément derrière en niveau, et en étant derrière un niveau, t'as pas le même impact sur un match, vu que tu dépends beaucoup des dégâts de tes spells. Donc je pense que si ça se joue mid. Après, le problème de Syndra, c'est l'éternel duel, par exemple Syndra-Orianna, où tu vas légèrement dominer l'Orianna avant de te faire outscale, et en LEC, on sait que je pense que pour moi, le scaling de l'Orianna est supérieur à ce que peut apporter une Syndra en début de partie. Ouais, Tréton, on l'a vu là, le pick a quand même été beaucoup pratiqué depuis le début de cette Super Week. Hans l'a joué une fois bot. La flexibilité est quand même intéressante sur le champion. Le pick permet de dominer la lane, mais c'est vrai que c'est mieux quand tu arrives à mettre un petit coup de snowball à un moment ou un autre. Je pense que la flexibilité est très très forte, et ça donne une réponse un petit peu aux X qui n'existaient pas potentiellement. C'est un changement qui va plus ou moins faire la même chose entre de gros guillemets, et globalement c'est surtout la Syndra qui va, pour moi, en bot lane, comme il y a beaucoup de roms en support, tout de même récupérer un peu d'expérience dans la méta actuelle. Avec la mana qui a été buff, on a quand même des dégâts qui sont corrects et une phase de lane qui est correcte. Maintenant, c'est plus un champion que tu vas prendre quand tu prends un énorme AD sur la mid lane, que tu manques un petit peu de dépush, et Syndra bot lane, dans ce cas-là, peut fonctionner et peut faire fonctionner de nouvelles drafts au final. Donc voilà, Syndra, un pic qu'on attend beaucoup dans tous les cas dans cette dernière journée de Super Week, et qui devrait également occuper une grosse place lors des playoffs du LEC. Messieurs, on voulait également parler dans ce pré-show de notre équipe type, avec la petite règle du 1 joueur
par poste, enfin par équipe plutôt. Et à ce petit jeu-là, on a décidé parmi les rogues de prendre Odo Amné, étant donné que bon, la top lane n'est pas le poste le plus peuplé forcément en gros joueurs actuellement en Europe. On en a déjà parlé. Duke, c'est quoi ton ressenti en partant de la règle du un joueur par équipe? Nous, on s'est arrêté vraiment sur Odo Amné, Razor, Caps, Upset et Kaiser. Je trouve en vrai, je pense que j'aurais fait la même. En top, il y a pas beaucoup de discussion, hein, vous l'avez dit, c'est pas la folie en ce moment. Et Odo, il est très bon en tant que joueur sur le plan individuel. Après, c'est plus les problèmes de Rogue de manière générale qui pourrait les fixer chez Rogue. Razor qui nous fait un excellent split, clairement. Cass qui revient, qui depuis qu'il a plus la coiffure qu'on voit sur la photo. Upset qui, je pense, Hans et lui sont vraiment les deux meilleurs AD à l'heure actuelle, donc ça se discute entre les deux. Et Kaiser pour moi qui est effectivement peut-être le meilleur support. Je mettrais Kaiser en ce moment. Je trouve que Labrov jouait très très bien, Mickey pas forcément. Kaiser, je pense que Kaiser ça se défend. Trimby qui doit pas être loin derrière non plus. Et ouais, non, je pense que c'est une très très bonne liste, il me semble. Il y a Inspired forcément en jungle, mais il faudrait mettre quelqu'un d'autre au top, quoi. C'est ça, c'est un peu ça le problème. Inspire justement qui est notre MVP du split, traitons. Là, oui, c'est exactement ça. On s'est dit qu'on l'avait pas mis dans le top 5, mais on le met MVP du split de notre point de vue, parce que pour moi, ça a été quand même le joueur qui a eu le plus d'impact, qui a été vraiment très très bon. Et par rapport à Alice, juste avant, la discussion que l'on avait, c'était peut-être échanger entre Odo Amné et Razor, qui mettent Irit sur la top lane et du coup Inspired dans la jungle. Ça aurait pu être aussi une fonctionnalité qui peut marcher, mais en l'occurrence, Inspired, pour moi, il doit être récompensé pour son split qui est vraiment excellentissime. Après, encore une fois, quand tu es jungler et que tu as des lanes qui dominent, c'est un peu facile, entre guillemets, d'être MVP du split. On a vu Yankos être pas mal avec les G2. Et en ça, j'ai trouvé Razor qui est assez impressionnant parce que lui a quand même des lanes qui sont moins fortes globalement. Et tout de même, il arrive à faire un énorme boulot. T'en penses quoi, Duke, du MVP pour Inspired potentiellement? C'est à lui que tu l'aurais donné? Nous, on s'est plutôt entendu dessus. Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec le fait que il faut lui donner parce que ses performances sont énormes, mais comme l'a dit Tréton, ses performances sont facilitées. Donc la question c'est est-ce que si tu remplaçais Razor qui est Inspired, quelle serait la physionomie des deux équipes? Et peut-être que si juste on remplaçait chacun des joueurs dans les deux équipes, peut-être que ce serait Razor le MVP du split. Donc voilà, mais je pense que sur le split, il mérite tout à fait son MVP. Je pense que c'est son meilleur split. Moi j'étais un petit peu plus mitigé l'année dernière sur lui, parce que je trouvais qu'il était très prévisible et je trouve qu'il est devenu un peu plus créatif, encore plus agressif. Donc moi, je vous suis. On est d'accord sur ce point. On va discuter des scénarios un peu du jour, notamment pour le bas du classement, parce que en haut, bon, ça, il y en a dans tous les sens. Donc voilà. Alors, si vous posez la question, où est-ce qu'on en est? Vitality se qualifie en cas de victoire sur Astralis et de victoire DG2 sur les Excel. Excel se qualifie en cas de victoire sur G2. Astralis se qualifie en cas de victoire sur Vitality et en cas de victoire de G2 sur Excel. Et il y aura un tie-break entre Vitality et Astralis si les Astralis s'imposent contre les Vitality. Je suis pas sûr. Coquille. Tie-break entre Excel, juste petite coquille à la fin. C'est un tie-break entre Excel et Astralis. Si jamais Astralis et Excel l'emportent, il y a un tie-break entre les deux équipes qui sera joué dès ce soir. Exactement. Donc c'est Excel et Astralis. Donc il y a des possibilités de tie-break. Oui. Si Vite gagne et Excel gagne, parce que du coup on joue en cas d'égalité, c'est quoi? C'est le match retour. Excel passe s'il gagne contre G2. C'est un peu leur ou tie-break. S'ils gagnent contre G2, ils ont un tie-break contre Astralis si Astralis gagne et ils passent automatiquement contre Vitality. Je voulais savoir en fait, j'ai pas en tête la règle qui fait que Vitality passerait et ils sont en 2-0. Excel sont en 2-0. Excel est à 2-0 contre Vitality. D'accord. Ouais. Ok. C'est ça. Donc pas mal de scénarios possibles. On va voir, le Vitality contre Astralis va bien entendu être très important. On passe à l'agenda du jour justement. Pas mal de matchs assez clés encore pour la dernière journée de cette saison régulière. Justement, on va s'arrêter sur ces matchs sur ce match notamment entre Vitality et Astralis, mais également sur le G2 Excel. Les autres matchs autour sont intéressants, mais ce sont les deux matchs clés du jour, donc les deux matchs sur lesquels on a voulu passer un peu plus de temps. Passons à la première rencontre, celle de Vitality et Astralis.
Et petite discussion sur Vitality et leur situation. Dans cette Super Week, ils ont gagné tous leurs matchs, Tréton. Et écoute, l'équipe perf bien dans cette dernière semaine. C'est de la dernière ligne droite et une grosse perf était nécessaire de leur côté. Ils avaient fait une première journée vraiment très très convaincante avec une game assez clean, assez snowball comme ils savent le faire, avec un Baron Nashor récupéré autour des 20 minutes, vraiment un snowball très très fort et sans peur, j'ai envie de dire. Et contre les Rogues, c'est très intéressant parce qu'ils étaient vraiment dominés, c'est cet aspect mental qui est resté, ils ont réussi à rester dans la game, ils ont réussi à comeback. Donc en soi, Vitality est l'une des équipes les plus armées, je pense, pour aller actuellement en playoff par rapport à Astralis et par rapport à Excel, de par aussi le calendrier, sachant que jouer contre Astralis c'est plus facile. Mais bon, ils ont pas totalement leur situation entre leurs mains, parce qu'évidemment ils devront espérer une lose de Excel contre G2, mais je pense que les Vitality, en tout cas contre Astralis, de mon point de vue, vont être favoris par rapport à la Super Week qu'ils font, où ils sont vraiment dominants. Sans doute, effectivement. Et sur les match-ups sur lesquels on a voulu s'arrêter, on voulait parler notamment du White Knight contre Ziganda sur la top lane. White Knight, bien sûr, le chevalier blanc, l'homme qu'on a beaucoup encensé et que Tréton a honteusement descendu en début de split. Mais Ziganda qui revient pas mal, Duke, et on le sent en meilleure forme. Il en parlait en interview, il a l'air de prendre un peu plus confiance au fur et à mesure de ses matchs. Ouais, mais c'est vrai. De toute façon, Ziganda, son problème, c'est la confiance. Hein. Au Spring, il était vraiment l'ombre de lui-même par rapport à ce qu'il montrait en entraînement. Il arrivait simplement pas à jouer on stage. Je pense que ça lui a fait un peu de bien de revenir jouer contre des adversaires plus faibles en LFL. Et pour moi, c'est un des joueurs qui peut devenir un des top laners en LEC. Et il a vraiment un potentiel dingue. Et en ce moment là, il revient bien. Il est en confiance. Et je pense que ça va devenir un gros client pour White Knight, notamment dans le match d'aujourd'hui. Derrière White Knight, alors justement l'adversaire de Ziganda, on voulait parler un peu de sa situation parce que c'est le Lee Sin King, messieurs. Il est aussi l'homme qui a scoré le pentakill sur Renekton au split précédent, on s'en souvient, n'est-ce pas, Tréton? Mais il y a quand même une petite différence entre ses pairs sur Lee Sin et le reste, Tréton. Ouais, très clairement. Je pense que sur Lee Sin et sur Renekton, il est vraiment très très bon. Il a montré tout de même une bonne game de Kennen, mais globalement, c'est vraiment centré Lee Sin, centré Renekton sur ces champions-là. Il est vraiment bon, je pense qu'il est au-dessus du niveau moyen des top laners. Maintenant, par contre, quand on le met sur le reste, quand on le met sur d'autres champions, sur des champions soit plus tanky ou même encore un peu plus carry, etc., ça va pas forcément fonctionner pour lui. Et c'est pour moi le plus gros problème de White Knight actuellement, c'est que tu lui bannes Nissim, tu lui bannes Renek et il y a plus grand chose. Et je pense que du côté des Vitality, ce serait pas bête du tout de retirer ses champions et de jouer par exemple un set du côté de Ziganda, qui est l'un de ses meilleurs champions, et derrière de le soulever tout simplement en lane. Ouais, c'est vrai que on l'a vu Ziganda faire de très très beaux matchs sur son set. C'est un pick sur lequel il peut être redoutable. Donc ouais, au niveau de la top lane, eh bien un match-up qui va être assez intéressant. Parlons également de la bot lane puisque l'affrontement Jeskla Cronshot, alors il concerne quand même pas les deux ADC les plus en vue de la ligue sur le papier, mais tout de même il y a de bonnes choses à dire sur ces deux joueurs. Cronshot, on le voit, finalement, les 2v2 kills de la botlane des Vitality ont particulièrement accéléré récemment. Labrof et Cronshot qui ont l'air de s'entendre de mieux en mieux. Et en réalité, Duke, on voit un Cronshot qui, même s'il n'est pas cité dans le top des AD carry de la ligue, eh bien, il perf pas mal sur ce Summer Split. Ouais, moi, Cronshot, même quand il arrivait à la fin du Spring, je le trouvais déjà très bon. C'est un joueur qui est très solide on stage justement, qui est confiant et avec Labrov qui je pense est un des meilleurs supports. Maintenant qu'ils ont pu faire un split et demi ensemble et qui sont tous les deux très agressifs, et bien on voit que ça marche très bien en lane. Alors effectivement, Cronshot c'est pas toujours le mec le plus clean, il fait quelques erreurs qui coûtent cher de temps en temps, mais de moins en moins. Et par contre, en termes de stats, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, pas forcément le meilleur laner en fait, tout simplement en termes de pur CSing. Il va pas mettre 15 CS à son adversaire, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un de très solide. Derrière Tréton, toi, Jeskla est un joueur que tu aimes beaucoup, un peu le MVP caché pour toi de l'équipe des Astralis. Pour moi, les deux sont la MVP caché. Ils sont un petit peu dans l'ombre du côté de Cronshot de leader et de selfmade. Du côté de Jeskla, un petit peu dans l'ombre de Zanzara qui l'ouvre beaucoup et de White Knight sur la top lane évidemment, et de White Knight qui est aussi bon sur la top lane. Mais vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs des line-up quasiment. C'est ceux qui font le plus sans qu'on le voit véritablement. Je pense que du côté de Cronshot, on est vraiment très bien aidé aussi par Labrov, surtout dans le 2v2. Je pense que Labrov est très entreprenant et en termes de phase de lane, il couvre un petit peu les lacunes que Cronshot peut avoir dans ce domaine-là. Et après, Cronshot, en termes de teamfight, reste bon. Il fait
plus ou moins souvent les bons choix, il est solide, il ose aller de l'avant, et c'est pareil du côté de Jeskla, qui lui par contre a je pense une meilleure phase de lane que Crunchshot sur le papier. Par contre il a un largement moins bon support et il doit quand même se taper Promiscu, et du coup c'est un peu plus difficile pour lui en termes d'early game. Ouais, c'est vrai. Donc cette rencontre entre Astralis et Vitality, vous l'avez compris, va être clé. On va voir ce que va donner l'early game entre les deux équipes. Est-ce que les Vitality vont prendre le match à leur compte? On sait qu'en général, ils arrivent assez bien à dérouler sous la férule de Selfmade lorsqu'il est bien dans son match. Mais en face, Astralis a des réponses. On les a vus être bons en teamfight à de nombreuses reprises. Donc un match clé dans tous les cas dans ce début de journée. Parlons maintenant du G2 contre Excel, messieurs. Autre match clé, puisque les Excel ont quand même pas mal leur destin entre leurs mains, mais il va falloir battre les G2. Duke, Excel, quand même un visage bien différent depuis l'arrivée de Markoon et de Advien. Ces deux rookies ont vraiment révolutionné l'équipe. Oui, et surtout Markoon, je dirais Advien qui est correct, hein, mais qui ne fait pas non plus encore rêver. Par contre Markoon qui fait une arrivée en fanfare dans le LEC, je trouve il est partout et de toute façon jungle et mid c'est probablement les deux rôles les plus importants du jeu en compétitif, et on voit que ça a complètement dynamisé Excel, aussi bien dans son early game que aussi dans sa capacité de prendre des fights. Il a beaucoup joué Diana, il a beaucoup été à l'engage pour son équipe et l'équipe a complètement changé depuis lors et son arrivée surtout. Donc tant mieux même. Et d'ailleurs Nukeduck qui honnêtement est bien revenu avec l'arrivée de Markoon, comme quoi vraiment la performance d'un mid dépend aussi pas mal de sa relation avec son jungle. Donc ouais, non, c'est cool de voir Excel. Après de là à battre G2, je suis moins sûr, mais Ouais, on est moins sûr. Ça c'est clair qu'ils partent pas favoris. Les G2, traitons, qui ont un bien meilleur visage également. On sent qu'ils commencent à trouver leur style de jeu. Leur draft semble un peu plus cohérente depuis un petit moment. On les voit beaucoup plus agressifs en early game également. Ça y est, on a peut-être enfin trouvé sa voie pour les G2. Bah on a retrouvé le grand Caps qui centralise absolument tout leur jeu, c'est-à-dire qu'il domine sa phase de lane. Derrière, on a la botlane qui pique très souvent. En ce moment, en tout cas, des lanes dominantes avec beaucoup de Kalista du côté de Reckless. Du coup, on a Mikix et même Reckless qui font le décalage, qui bougent vers Caps, qui après fait absolument un travail fabuleux avec Jankos qui du coup redevient très très bon via son mid laner qui est très dominant. Et derrière, sur la top lane, même Wunder, honnêtement, joue beaucoup mieux, il joue beaucoup plus de carry, donc c'est un petit peu le G2 d'antan qui est en train de revenir. On sent de la confiance dans cette équipe, on commence à revoir des rotations qui sont très très intéressantes, et pour la Excel ça va être le problème, ça va être de réussir à suivre ces fameuses rotations. Je suis pas sûr que Excel ait le niveau pour, mais en tout cas s'ils l'ont, ils méritent définitivement les playoffs. Ouais. Et on voit un G2 qui recommence à bien jouer en mid-game, du coup la transition 15-25 minutes qui est beaucoup plus convaincante. Au niveau des golds, il y a un gouffre par rapport au début du split. ouais, bah c'est là que G2 et les meilleures équipes pour moi font vraiment la diff. C'est entre la 15 et 25. C'est pour ça qu'en fait, si on prenait l'early game de Rogue et le mid game de G2, on aurait une équipe qui pourrait probablement faire quelque chose au Worlds. Mais malheureusement, ils ont un peu chacun leur spécificité. Et c'est là qu'on voit les grandes équipes. Pour moi, les grands joueurs font les 15 premières, les grandes équipes font les 10 suivantes. Et G2, bah là, ils montrent que c'est vraiment du solide en ce moment. À voir s'ils vont concrétiser pendant les playoffs. Des mots sages. Et tu parlais tout à l'heure de Nukeduck. C'est vrai que son match-up face à Caps est assez attendu. Par le passé, on a eu des trucs assez sympas. Alors, le petit head-to-head entre les deux joueurs, 26 victoires pour Caps contre 7 victoires pour Nukeduck. On se souvient notamment dans les victoires de Nukeduck, le fameux Z contre Cassiopeia. Bon, traitons un match-up qui, sur le papier, irait en faveur du grand Cass, mais Nukeduck, qu'on a vu en forme récemment, il a même osé sortir un Yasuo. Il est capable de créer la surprise, peut-être, contre Caps. Peut-être, en tout cas, il va falloir qu'il soit bon, parce que je pense qu'il va même pas que lane contre Caps, il va sûrement lane contre Caps, plus Jankos, plus Mythic, c'est peut-être même plus Reckless si les G2 continuent sur le même chemin. Donc on va voir ce que Nukeduck va être capable de faire. S'il arrive dans les premiers niveaux à perturber un petit peu Rasmus, ça peut être très intéressant, mais sur le papier, avec le retour en forme de Caps, avec les champions qui sont jouables aussi, je vois pas Nukeduck sur des match-ups avec du Lucian, de la Syndra, Orianna, Leblanc, ce genre de champion-là. Je vois vraiment Caps assez au-dessus et ce de très très loin. Bah, d'autant plus que Caps maintenant a quand même retrouvé un peu son cœur de métier, j'ai envie de dire, en termes de champion. Caps qui nous fait un très très grand retour dans le split, lui qu'on n'a pas vu pendant un bon moment, et vous pouvez envoyer le dernier asset en régie. Et Caps, on le voit justement, Duke, ça change quand même, ça fait du bien de le retrouver sur le blanc Twisted Fate Syndra par rapport à sa vieille Gwen ou son vieux Nocturne.
Ah, complètement. Moi, je trouve que, je suis très content de revoir Twisted Fate de revenir de manière générale. Je pense que le pic n'a jamais cessé d'être broken entre les mains de bons joueurs et de bonnes équipes, justement. Et Syndra Leblanc aussi, des pics sur lesquels vraiment il peut exercer son talent, parce que c'est des pics qui, s'ils sont bien moyennement ou même bien joués, ont tendance à tomber derrière et ne servir à rien. Mais s'ils sont joués à la perfection, c'est des pics qui peuvent prendre totalement le contrôle d'une game à eux seuls. Donc c'est vraiment sympa de le revoir dessus, tout simplement. Tréton, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du champion de poule de Cap? Je sais qu'il te fait plaisir. Ouais, bah, ça fait plaisir. Forcément, c'est des champions qui sont ces mains sur lesquels il est beaucoup plus fort sur la Syndra, sur le TF et sur la Leblanc. Je pense que c'est là-dessus qu'il est vraiment très performant. Il avait tenté de s'adapter à la méta. Je pense que ça n'avait pas très bien fonctionné. Et globalement, avoir Cap sur des champions mêlés qui sont un peu plus dans un rôle support pour son équipe, c'est vraiment pas ce que l'on veut voir. J'ai pas envie de voir Cap sur du Renekton, sur du 7. Pour moi, c'est pas là-dessus, par exemple, qui peut exprimer son talent sur ses champions habituels, sur ses mages, c'est parfait. Je sais pas si le chat m'entend, parce que je sais pas ce que Carnage fait actuellement en régime, il a l'air de bien s'amuser. Non, on t'entend. Enfin, je pense qu'on t'entend. J'ai pas vu, j'ai vu que le chat était agité, mais j'ai pas vu ce que Carnage avait fait. Mais... Je sais pas ce qui s'est passé non plus, mais en tout cas, voilà, on passe un bon moment et dans tous les cas, cette dernière journée de la Super Week du LEC commence très bien. Vous êtes sur OTP, on se laisse pour l'introduction et on se retrouve pour le début de la journée SK Gaming contre Rogue pour la première rencontre du jour. C'est tout de suite sur OTP. C'est parti mesdames et messieurs, dernière soirée de saison régulière pour le LEC Summer 2021. Duki, je suis ravi, bien sûr, loin du cœur, mais quand même. SK Gaming contre Rogue, premier match de la soirée donc. Un match qui bien sûr a certainement moins d'enjeux que d'autres rencontres, notamment la partie numéro 2 et la partie numéro 4. Mais pour les Rogue, ça reste tout de même l'occasion de terminer la saison en beauté. On a le visuel sur une première place, Duki. Bah ouais, complètement. Et puis le visuel aussi sur peut-être une performance un peu plus clean, parce que les Rogues, ça doit faire maintenant 6 mois qui nous soufflent un peu le chaud et le froid. C'est d'abord des excellents early game, puis une fois sur deux, il y a des throws mais gigantesques de l'extrême, un peu aidés par des compos souvent très all-in. Mais s'ils veulent devenir un jour une grande équipe, il va falloir réussir à battre. En fait, j'ai l'impression que toutes les équipes, dès qu'une équipe est en forme, elle peut toujours espérer battre Rogue entre 15 et 25 minutes, quel que soit l'avantage pris en early game par les Rogues. Et on voit pas vraiment d'amélioration de ce côté-là contre les Rogues, pour les Rogues qui notamment ont réussi l'exploit, je crois, de perdre avec 5 ou 6 gold d'avance hier. Ouais, c'est pas mal. Contre l'Evita. C'était pas mal du tout. C'était pas évident. J'ai beaucoup aimé ton analogie durant le pré-show, les bonnes équipes qui arrivent à dominer leur lane et leur premier quart d'heure de jeu, et les grandes équipes bien sûr qui parviennent plutôt à maîtriser les 10 minutes suivantes. Ça décrit extrêmement bien les Rogues. Et effectivement, ce sont des... Alors,
lacunes, on va voir un petit peu comment on les définit, mais c'est une problématique en tout cas qui les dessert depuis maintenant belle lurette. Alors toi bien sûr au mot Draftus coaching Masta, c'est difficile d'identifier ce genre de problématique quand tu es le nez dans le guidon? Ah non, c'est pas difficile de les identifier. Ce qui est difficile, c'est de les régler. Ouais. Je pense que c'est assez clair comment tu. Enfin, j'imagine après, je connais pas personnellement le staff de Rogue, mais de trouver ces erreurs et de savoir comment les faire en théorie, comment les changer en théorie. Après, en pratique, c'est jamais facile pour des joueurs de comprendre ça. Parce qu'il y a des joueurs même qui connaissent, savent jouer le mid-game par exemple de manière instinctive, et d'autres pour lesquels il faut travailler. La question, c'est est-ce que ils y arrivent, est-ce qu'ils travaillent sur les bonnes choses. Ça, je n'en ai aucune idée. Et peut-être qu'aujourd'hui ils vont nous montrer un rebond justement, eux qui doivent être au courant. J'ai entendu Larsen qui disait qu'ils savaient qu'ils devaient travailler sur leur mid-game. Très bien. Et bien, on va voir si les SK Gaming proposeront, on va dire, une partie qui sera suffisamment serrée, suffisamment remontée pour ne pas s'effondrer dans le premier quart d'heure de jeu, puisque c'est également la dernière partie des SK Gaming en ce qui concerne l'année compétitive 2021. Bien sûr, pas de playoff pour Jnax, Streets, Blue, Jésus et Lilip. Donc forcément, voilà. En permanence, les équipes qui, bien sûr, sont en barreau d'honneur ou même qui n'ont pas véritablement d'enjeu à défendre, peuvent être perçues comme dangereuses. On sait qu'il y a des étincelles chez SK Gaming. Maintenant, à voir si les Rogues ne vont pas tout simplement les éteindre avec des laning phases. La draft, alors qu'est-ce qu'on a au menu? On a bien sûr Mundo Tresh Kalista de retirer pour les Rogues. Xin Lucian et enfin Varus avec une ouverture Viego Jungle, bien sûr, on le sait maintenant, une ouverture qui va vite tout de même. Alors Wunder a défini ce pic de Viego Jungle comme étant borderline broken. C'est ton feeling toujours malgré les diverses modifications qu'il a subies? Broken, je sais pas, j'irai peut-être pas jusque là. Je trouve que Xin par exemple est plus broken, mais c'est un pick fort, c'est sûr. C'est un pick qui a l'avantage en fait de pouvoir skirmish et de scale. Surtout qu'on est sur un build un peu off tank, donc il a le temps après de récupérer ses resets, mais c'est toujours le problème, s'il n'arrive pas à trouver de reset, ça peut être difficile. Et les Rogues dans un style, alors s'ils repartent sur un, parce que Draven par exemple, typiquement pick Draven contre Orianna, eh bien ça veut dire que en fait Rogue ils veulent toujours gagner la botlane et pouvoir dive. Très bien. Donc là ils vont pouvoir pick Draven, ils vont probablement démolir la botlane, parmi ils pourraient prendre Draven Morgana, là ils voient une Leona. Et ok, TF préfère déjà un peu ça. Imaginons qu'ils aient pick Draven, c'est ce qu'ils ont déjà fait dans des games précédentes. Le problème c'est que si tu loupes ton teamfight, Draven normalement il peut pas teamfight contre une shockwave. Donc il faut vraiment snowball sans interruption. Et là il décide de snowball vers le top side. Attention, néanmoins il y a une Renekton qui open, qui est généralement utilisée pour counter Camille et TF. On peut penser aussi à Jax. Effectivement, toutes ces options-là sont tout à fait envisageables. Je n'ai pas vraiment conscience de l'état du Jax de Jnax. En tout cas, on aura un Olaf. Alors, on peut pas dire que Olaf soit inadapté, bien sûr. Il sera plutôt utile dans ce mid-jungle, un petit peu pimpé par une Orianna. Ça pourrait donner pas mal de fil à retordre à Inspired et Larsen qui ont d'ores et déjà leur champion tout de même. Mais effectivement, les Rogues, on va jouer vers le top side. Ça nous suppose un Hansama un petit peu plus en retrait, peut-être un nouveau match contrôle pour Steven. Ce sera un peu osé, cela dit. Peut-être. Il y a beaucoup de dégâts AD, il y a beaucoup de dégâts AD dans la compo, donc avec Viego et Camille, donc pourquoi pas. Ziggs qui a été supprimé. Et du coup, Renekton qui banne. Est-ce qu'on banne le Jax? Est-ce qu'on a peur de. Est-ce qu'on sait si Jnax joue Jax ou pas? Je pense que c'est la question qu'ils doivent se poser, les Rogues. Je me souviens très bien de son Atrox et de ses autres joyeusetés. Mais le Jax, c'est quand même un pick qui est pas évident à sortir, mais je suis d'accord, contre les trois premiers picks des Rogues, il est incroyable. Il est absolument incroyable. GP. Ouais. GP qui aurait été correct. GP qui aurait été tout à fait correct, effectivement. C'est un très bon ban qui il peut se délog d'un des stuns de TF et de Renekton. Il gère plutôt correctement le match-up de Renekton. C'est pas évident de le dive avec son ultimate. Alors du coup, Jax ou pas Jax, est-ce qu'on part sur une botlane avec Ashe qui pourrait être prisé pour les Rogues? Il est là. Et ce sera le Jax. Le Jax de Jnax. Je vais aller regarder rapidement le profil de la Gen, voir un petit peu s'il a du Jax à nous proposer. Et maintenant, c'est la conclusion de la draft Rogue. La botlane a validé d'un coup, et vu les conditions. Alors, qu'est-ce soit qui quelque chose, le plus, soit peut-être Ashe.
H contre Olaf, tu aimes bien ça toi? Ah, Xayah. Non, j'aime pas, mais c'est juste qu'ils ont tendance à tellement vouloir. En fait, ils ont tellement vouloir jouer que pour le match-up lui-même. Et Xayah Rakan. Ok, peut-être qu'on pique Ezreal du coup du côté de Triss, je pense que ce serait pas mal. Du côté de Jésus. Tristana, pourquoi pas. Je préfère Ezreal dans cette compo. Mais pourquoi pas Tristana? Je sais pas qui est le meilleur dans le match-up. C'est certain que ce sera beaucoup plus safe du côté du Ezreal. Mais on a envie de mettre de la patate et on a peut-être envie aussi de se défendre contre l'ultimatum Hextech d'Odo amené. Mine de rien, le Buster Shot, ça peut être très utile dans ce genre de scénario. Ouais, c'est vrai. Les drafts sont lock. On a beaucoup, je trouve qu'on a énormément de possibilités de jeu tout de même côté des Rogues. On a été un petit peu attiré vers ce topside, mais avec un Xakan, on a le droit de rêver, une gold card et c'est parti. Ouais, après généralement Xayah Rakan on a tendance à jouer à partir du niveau 6 de Rakan autour de cette lane. Avant c'est plus de la survie. En tout cas je pense dans l'état actuel du 2v2 où Xayah Rakan n'est pas non plus très dominant. Donc j'aurais tendance à vouloir privilégier les gangs sur la Camille jusqu'à à peu près 7 minutes et sur le timing de niveau 6 de la botlane, donc vers 8-9, on essaie de jouer avec eux. Alors j'ai l'information sur le Jax de Jenax et sauf erreur de ma part, c'est le premier qu'il sort en compétitif, le tout premier. Je n'en vois pas un seul autre et pourtant je vois de la Kiana, donc c'est vous dire qu'on a été loin. Le premier quoi, pardon? Le premier Jax de Jenax. Ah, de Jenax, d'accord, parce qu'on avait vu effectivement un Jax. Parce qu'on est dans la même situation il y a 2 semaines, je crois. Je sais plus qui avait sorti TF Camille, mais c'est Kryze, il me semble, qui avait joué un Jax derrière. Tu es probablement dans le vrai, on pourra vérifier ça bien entendu mesdames et messieurs. C'est la dernière journée de saison régulière pour le LEC Summer 2021, premier match Rogue contre SK Gaming, c'est tout de suite sur OTP. Et nous y sommes mesdames et messieurs, et immédiatement ce qui nous saute aux yeux c'est le petit embrasement d'Odo amené. On a envie d'aller taper le Jax directement, de l'effrayer. Pour le reste, nous resterons dans les clous. On s'intéresse bien sûr aux starters de nos amis junglers. On a l'air de vouloir se diriger vers le topside du côté de Tritz, mais ça reste encore à définir. Alors, toujours ce doute, dernière game de SK Gaming bien sûr, on va peut-être sabrer le champagne, mais ça a quand même l'air, vu la draft et vu les starters et vu voilà, les spammings inexistants des mottes, normalement on est en serious business. Hein. Oui, je pense qu'on est toujours en serious business, surtout dans les SK qui doivent aussi, les joueurs doivent vouloir briller, essayer de montrer leur place en LEC, parce que les équipes comme SK qui font pas playoff, c'est toujours ce genre d'équipe, surtout avec autant de rookies, où tu risques de perdre ta place tout simplement à la faveur peut-être de gagnants de Viewmaster, de joueurs qui évolueraient dans une structure dont la lettre commence par un K par exemple, et du coup les SK qui doivent tous vouloir tryhard bien entendu. Et fun fact sur Odo, parce que j'ai déjà dit la dernière fois que j'avais vu ce match-up, c'est que, parce que normalement on dit que c'est Jax qui gagne le match-up, mais Odo disait que les très bonnes Camille pouvaient tout à fait gagner le match-up, mais il fallait jouer vraiment parfaitement. Alors. Et c'était lui qui me l'avait dit en pensant pouvoir le faire, donc, mais c'était il y a 3 ans. Donc depuis de l'eau a coulé sous les ponts et on va voir en tout cas il va ne pas se faire mentir. Ça me fait un petit peu sourire parce que les très bonnes Camille en l'occurrence, elle joue Ignite contre Flash, donc forcément ça lui donne un petit edge dans le 1v1. On va voir Odo amener petit coquin, balayage tactique, hein. Bien sûr il a la maîtrise, le slow, ça a provoqué la Counter Strike. Bon, voilà, c'est pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de réponses en termes de gameplay. On va suivre les junglers bien sûr, petite ward au Raptor hein, qu'on voit de manière très régulière. On sait très bien qu'un Olaf ça passe sa jungle de manière linéaire, hein. Ça fait absolument tout, ça rase tout, ça terminera topside. On sera côté opposé. De bons trades pour commencer cette laning phase.
une énorme wave qui stack. J'ai l'impression que ça devient une situation risquée pour l'ami Odoam. Mais attention, le all-in peut-être qui va partir ici. Ça engage très énervé du côté de Jésus, mais la téléportation défensive viendra mettre fin au trade. Jésus peut-il s'en sortir? Ça a l'air d'être compliqué pour le carrière des Français. Il y a beaucoup de rogues sur ce bot side. A-t-il le cooldown de son Rocket Jump qui revient dans pas longtemps? On l'a pas, on est focus sur Xayah. Non, c'est un flash-in W, bien sûr, de Viego. Et ce sera un first blood récupéré par Larsen. On a essayé de jouer champagne. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour la botlane d'Escape parce qu'ils avaient vraiment clairement gagné le trade et ils seraient probablement venus à bout. Attention, par contre, on se enflamme un peu. Il serait venu à bout d'Ansama s'il n'y avait pas eu de TP, malheureusement. Ils n'avaient pas forcément la communication correcte avec à la fois leur mid laner qui se faisait push et de l'autre côté, Inspired qui avait start bot pendant que Tris, lui, est allé s'occuper du top side, j'ai l'impression, d'Inspired. Donc, on se rend quand même à quelques coups entre SK et Rogue. Est-ce qu'on aurait dû suivre, selon toi, du côté de Blue? C'est vrai que la wave paraît un petit peu délicate à gérer de son côté. Ah, je pense que si tu suis ce genre de TP, on voit pas exactement la wave, j'ai l'impression qu'il reprend une grosse wave sous tour. Ah, il prend une grosse wave. Tu perds vraiment. Faudrait voir la taille de la wave éventuellement, mais c'est toujours très risqué. Le problème en fait, c'est que même s'il vient, ils perdent quand même parce qu'ils sont en 4v3. Et du coup, en fait, non seulement il perd sa wave, en plus, je pense qu'il y en a quand même un qui va mourir si ce n'est les deux. Bref, je pense que si TP, c'est plus mauvais qu'autre chose. Je pense simplement qu'il ne fallait pas all-in du côté de SK, mais il aurait fallu une communication parfaite, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que Blue dise au SK, il peut TP dans les 5 prochaines secondes et pas moins. Le Rocket Jump a été cancel, je crois bien, Duke. C'est donc un kill sur Jésus. Pixel, entrée triomphale de la part de Trimby ou Rocket Jump loupé, hein. C'est comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, la botlane des SK Gaming qui prend l'eau. Et pour rebondir ce que tu disais, c'est peut-être le manque de ward justement au Raptor. Comme on a vu le Olaf de Tritz être repéré, on n'avait pas cette ward là du côté de Blue et on sait que Viego est passé par ces Raptors, donc on aurait pu glaner une petite information. Et j'imagine que si on était sûr à 100% que Viego est en train de pass bot side, on n'aurait jamais pris ce all-in. Mais bon, ça c'est bien sûr aux équipes de le définir au niveau de leur review. Tritz, on cherche la première intervention, on est bien entendu repéré par cette pickguard, on est repéré par cette sideward. Autant vous dire que Tritz pour l'instant il se balade avec un gyrophare sur la tête. Hein. Ouais, et malheureusement il a pas vu la pique, il va peut-être la voir là, en repassant, c'est bon, il va pouvoir le voir. Sur le top side, on a une belle avance du côté d'Odo, donc pour l'instant, après c'est normal, je pense que Camille doit gagner le very early, surtout que là on a une grosse wave à récupérer du côté de Genax. Et plus on avance, normalement, plus le Jax reprend ses droits. Et j'espère qu'on va avoir des 1v1 entre ces deux champions. Bah, j'espère aussi, pour l'instant on a l'air d'un petit peu contourner la problématique. L'attention se porte beaucoup sur le bot side. Alors, dans une situation aussi délicate, et on peut voir ici l'état de la wave qui n'est bien sûr pas très encourageant pour Jésus et Lilip. Qu'est-ce qu'on préconise? Est-ce qu'on a besoin d'une escorte de Vikings pour aller crash tout ça? Ou est-ce que simplement on va subir et du côté des SK Gaming on va jouer ailleurs, hein, tout simplement? Là le problème qu'ils ont les SK, c'est qu'ils sont un peu obligés d'aller bot parce que il y a les rogues qui vont pouvoir commencer à stack une wave sur le bot side, on a l'ulti du TF, on a le Viego qui est bot side, à mon avis il va y avoir soit un dive, soit une grosse invade, et ce dive pourrait venir mid, ça pourrait être intéressant. Blue, ça va être compliqué, il est stun bien sûr, le follow-up avec le hookshot avec le Z de Viego, c'est 3 stuns d'affilée et un kill récupéré, les mains dans les poches pour les rogues. Superbe association ici, c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais on a littéralement 3 stuns bien piqués sur le top mid jungle. Et ici encore un nouveau kidnapping, c'est Tritz cette fois-ci qui va se faire quasiment dépop par le duo Xakan des rogues. J'ai l'impression que cette game est un wrap. Ouais, ça m'a l'air déjà très difficile, hein. On voit qu'il y a quand même une petite différence de niveau entre les joueurs de ces deux équipes. Et en tout cas très intelligent ce move des rogues en fait qui était en situation de setup un dive bot. Et les SK l'avaient un petit peu lu et on voyait Tritz qui se dirigeait vers le bot side pour se préparer à défendre le dive. Et en fait ils ont utilisé la prio top de Odo amené pour feinter et aller dive la mid lane. C'était vraiment très bien joué à eux. Ouais. Et Blue bien qui tombe sous les coups. Aucun counterplay pour le mid laner belge ici, un gold card, hookshot, Z de Viego dont le nom m'échappe. Il a pas vu le jour, hein, vous le voyez, il a toujours son flash, donc en termes de peut-être au début, ouais. Je suis pas sûr qu'il y avait un flash sur TF à flash ou pas? TF à flash, ouais. Il a flashé une gold card. Ok, autant pour moi. Ouais. Parce que déjà peut-être pu flash out, mais bon là il aurait fallu des gros réflexes. Mais ouais, effectivement Blue, il avait pas beaucoup son mot à dire.
Et heureusement pour les SK, il reste Genax qui du coup a profité de ce décalage de Odo amené pour rattraper son retard et même prendre une petite avance. Et du coup, si on suit, attention, l'ultimatum qui permet d'éviter la Counter-Strike et le gang qui intervient derrière, c'est parfaitement joué avec la destinée par-dessus. Genax qui se retrouve très rapidement en situation de 1v3 et les Rogues qui sont au rendez-vous sur chacune des actions. C'est normal, c'est le premier quart d'heure de jeu, c'est leur dada. Oh! Le Tower Dive qui intervient tout de suite. Jésus le dash out, il s'en sortira à très peu de points de vie. Mais quelle agressivité! Alors les Rogues, ils ont envie de finir en fanfare, ils ont aussi peut-être envie qu'il n'y ait pas de mid-game, tout simplement, ils sont malins les Rogues. Ils savent sur quoi ils sont bons, et ben il n'y a pas besoin d'être fort en mid-game s'il n'y a pas de mid-game. Et je parle, attention par contre là, il y a l'ultimate, de toute façon du côté de Hansama. Ça, on a l'envolé. Mais je parlais de très bien gérer le match-up entre Camille et Jax, là c'est ça, il faut réussir à dodge les Counter-Strike, soit avec le proc du E pour que les deux cibles soient stun en même temps, soit encore mieux avec l'ultimate. Mais comme Jax peut l'activer un petit peu quand il veut, c'est jamais facile. Et voilà, Odo qui l'a outplay sur ce coup-là et qui avait raison. Qui avait totalement raison, parce que l'Ignac n'a pas forcément été clutch. Les SK Gaming qui ont l'air d'avoir une bonne option sur ce héros de la faille, ils devraient pouvoir le transformer. C'est l'espoir de compenser un petit peu cette early game catastrophique. Mais un héros de la faille, Duke, ça n'apporte pas 3000 gold, surtout quand on n'a pas vraiment les priorités pour bien le jouer. Attention. Ouais, attention, par contre, là, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de la botlane DSK. Terminé pour Trimby, flash out de la part de Lilip, l'envolée de plumes de la part de Hansama et le retrait bien sûr instantané derrière. J'ai cru imaginer un super banger play où il y avait un flash in un petit peu et une extraction de plumes qui allait emporter les deux joueurs. Mais Hansama restera sage pour l'occasion. Déjà à 3-0 tout de même. Ouais, il a 10 farms par minute et à 3-0, je pense qu'il est bien dans sa game. Pas besoin non plus de tenter un move qui pourrait avoir la conséquence de scroll la game. Donc pas de problème du côté de Hans. Toujours aussi bon sur sa bot lane. Même si hier il a pas fait la game de sa vie, bon, il était sur Syndra donc ouais, ça compte pas. Ça se comprend. Ça compte pas évidemment pour Hansama, c'est pas vraiment le magicien de référence. On se positionne derrière la lane, on reconnaît bien sûr Genax comme étant déjà la seule lane toujours debout et bien sûr la wincon certainement la plus viable. On veut pull, on veut piéger Odo amené. Avec en plus de ça Lilip qui s'est faxé juste derrière, vous pouvez le voir juste en dessous, mais ça a été pingé je crois bien. On est au courant, Odo amené qui il est sur une ward en fait. Oh quel dommage pour Odo, quel dommage, ça avait tout l'air d'un free kill. Hop, Larsen qui liche un petit peu, sympa. Mais ouais, là Odo il va essayer de pas se donner, Olaf qui a déjà recall. Et Hansama qui peut proxy sans problème, il sait que derrière on a Larsen qui est quasiment sur son cooldown d'ultimate et je pense que Jésus devait imaginer qu'il l'avait déjà. Ah, c'est une première tourelle qui va tomber à 10 minutes sans héros de la faille, sans véritablement de gank à proprement parler, j'ai envie de dire non plus. Il y a eu le... Ouais, il y a eu bien sûr la téléportation et l'intervention, mais... Il y a eu le counter gank, ouais. Counter gank, voilà, plutôt. Et il y a le counter gank, et bon, c'est sûr que ça joue bien du côté de la botlane des Rogues. Alors, on a la méta, bien sûr, shutdown, on aime bien ce terme, on voit des petites bounties, bien sûr, sur Hansama ainsi que sur Larsen. Le quart d'heure de jeu qui est bientôt terminé. Un Jax, généralement, ça excelle plutôt post 15 minutes. Si jamais on respecte le script, la draft ne me paraît pas inadaptée du côté des SK Gaming. Justement, la choc avec la connexion sur Larsen, mais il y a un fantôme utilisé par le mid laner des Rogues qui se fera shutdown. Justement, il suffit d'en parler pour le jinx et shutdown entre les mains de Blue de surcroît. Moi, je dis que l'early game finit à la première tour. Donc à l'early game, on va voir quel est l'avantage de Rogue et on va voir est-ce qu'ils sont capables de throw. Ce sera le jeu de la journée, donc là c'est à cette auto-attaque que finit cette early game. 4000 gold. Allez, avec les rad, ouais, 4000 gold d'avance effectivement pour les Rogues. À 12 minutes, ça reste tout à fait honnête. Maintenant, que vont-ils en faire? Rendez-vous dans 8 minutes. Très bien, je suis très impatient de voir comment ça va se passer. En tout cas, ce shutdown qui met extrêmement bien Blue, naturellement. On verra si ça aura de plus lourdes conséquences. On évitera la Counter-Strike ici, les Rogues qui sont toujours bien sûr à l'agression sur la jungle des SK Gaming. Petit kidnapping ici sur Blue avec Inspired justement qui trouve l'inspiration. Blue qui a toujours un flash mais qui va compter sur son phase rush. Attention, il s'est fait ultimate mais il va quand même survivre pendant ce temps-là. Lilip intercepté dans cette transition jungle et qui va bien entendu tomber. Une Leona étonnamment fragile. Blue toujours debout comme vous le pouvez constater.
Toujours debout, mais il doit lâcher sa tourelle mid. Il donne une ou deux plates à Larsen. On perd du farm. Et l'écart qui s'accroît entre les deux équipes, ça commence à faire beaucoup pour les SK. Et le recall global hein, des Rogues. Et maintenant. Le Herald a joué? Non. Non, pas du tout. Un petit peu plus tard, 2 minutes avant un éventuel dragon infernal qui serait pas forcément génial hein, pour les SK Gaming. Il ne me semble pas être prêt. Je suis quand même intrigué par ce qui va se passer mid lane, justement une petite hache, mais ici Leto qui se resserre sur Tritz. Il y a 4 joueurs rogues. On peut compter sur le soutien de Lilip, on peut compter sur une éventuelle Shockwave, mais il sera probablement trop tard, et c'est le cas. Les resets de Viego qui commencent à passer. Shockwave multi, 3 joueurs, mais les dégâts largement insuffisants. Nous ne sommes qu'à 13 minutes de jeu. Inspired qui manque de peu l'élimination, qui va la récupérer, qui va saisir l'âme de cette Léona et tenter justement de clutch. Quel buster shot de la part de Jésus qui vient probablement d'éviter le FF15 tout simplement. Ouais, FF15 peut-être, FF20 s'ils sont tous d'accord, ça va peut-être se faire. Non, je crois que en plus c'est interdit en LEC. Ah, c'est interdit. Mais au moins on voit qu'ils essaient de se projeter vers l'avant, les SK, ils ont pas dit leur dernier mot, mais les Rogues étaient bien en place avec toute l'équipe en fait qui était en train de reset du même côté de la carte. Est-ce que tu trouves pas que le fight était quand même bon du côté des SK Gaming? Enfin, plutôt le trade, hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de surnombre, etc. Mais une Shockwave triple hit comme ça, si on est 10 minutes plus tard dans la partie... Je pense que le problème c'est qu'ils devraient pas être là à ce moment-là sans avoir d'infos sur les Rogues qui avaient tous reset et qui, comme les Rogues avaient tous push le bot side, il était très probable, enfin pas trop parce que c'est les Rogues, donc les Rogues jouent assez peu sur 2 lanes, mais il était probable qu'une bonne équipe ouvre sur 2 lanes mid-top pour aller menacer des plates, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc les SK auraient pu s'attendre à ce que les Rogues soient là en nombre, et finalement alors qu'ils pensaient faire un trap dans la jungle, c'est eux qui se sont retrouvés encerclés. Attention là, le match pour un V1. Et Twisted Fate est intervenu, on peut compter sur le support de Lilip, pas de flash sur Larsen. C'est au moins une destinée en moins pour les SK Gaming. On va jouer sans cette pression pendant quelques minutes. Par contre Ansama qui s'en met toujours plein les fouilles. On sent Genax beaucoup plus entreprenant hein, tout de même. C'est sûr, mais qu'est-ce que ça va suffire? Là on a 30 CS d'avance pour le Jax. C'est quand ça vous. Après Odo a beaucoup décalé pour le coup. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas du Jax. Donc Odo s'est mis beaucoup sa vitesse de son équipe. Pardon? Qu'est-ce qui se passe avec Inspired d'ici qui est en train de scout? Il sait très bien qu'il manque des informations. Alors je suis assez étonné parce que Odo Amné fait... Alors on va voir si je le jinx, mais il ne fait étonnamment pas de misstep. Hein. Jamais trop loin, jamais trop haut. On a vu un double shadow, mine de rien. Lilip est intervenu également sur le top side. On a vu Tritz tenter le petit lane gank avec le héros de la faille en poche. Odo Amné toujours exemplaire, j'ai envie de dire, dans sa prise de risque. Un joueur très contrôlé. C'est ça. Et après, du coup, il a joué très safe. On l'a vu tout à l'heure, il s'était fait freeze pendant quelques temps avec le reste de son équipe qui était plutôt vers le bot side. Ce qui explique aussi l'écart en farm, et d'autres top laners, par exemple, auraient tout simplement flip au risque de mourir. Et en attendant, eh bien, des tours sont récupérés. La tourelle mid, la tourelle top qui a été prise par Ansama juste avant. Et le mid et la bot lane des Rogues sont très bien dans leur game. Ouais. Donc on est correct du côté de Odo. On va certainement nous montrer l'écart gold dans quelques instants. J'ai hâte de voir un petit peu la taille des chiffres. Et ouais, je pensais justement à la comparaison Odo Amné Irit. J'imagine Irit en fait finalement dans ce match. Et je me dis que il aurait certainement pas pris les mêmes décisions que ce bon vieux Odo. Alors maintenant, bien sûr, la première ligne de tourelle a été supprimée. On est un peu en avance dans le timing classique d'une partie de League of Legends. À quoi est-ce qu'on va occuper c'est 6-7 minutes avant qu'on puisse avoir la bonne situation pour un Baron Nashor. On sait que les T2 sur les sides valent beaucoup plus, c'est certainement ça qu'on va aller chercher maintenant. Ouais, l'idée c'est de réussir à... Alors, est-ce qu'ils savent vraiment prendre les T2? Ça c'est une autre question, mais soit essayer de jouer pour les T2, soit au moins jouer pour la vision en profondeur dans la jungle, pour jouer par exemple pour le respawn des camps. Ce qui est un moyen d'accroître l'avantage en gold. Oh, Trimby, quel instinct! Il a senti qu'il y avait du mouvement dans ses buissons. L'âme Zénith et une hache qui l'ont carrément frôlé. Et du coup, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs SK Gaming sur ce top side. On va aller poser, comme tu l'as dit, cette vision en profondeur. Vision que les SK Gaming vont aller défendre et contester sans succès. Et le héros de la faille qui est lâché.
Est-ce que ça va transformer et offrir 650 gold à Handsama? C'est un sacré butin. Handsama qui continue de se mettre bien, il est déjà sur 2 items à 18 minutes. On va pouvoir aller sur l'IE et là il va découper tout simplement. Et une autre charge très probablement. Aïe aïe aïe, ça a fait mal, ça fait très mal. La T3 qui prend un bon 70-80% à 18 minutes. Bon, il faut que le money time arrive pour les SK Gaming. Il n'a pas l'air d'être véritablement dans les plans. On a le RFC sur Larsen. Vraiment, les prochaines phases de jeu devraient être extrêmement simples. D'autant plus que chaque gold card, hormis sur Jax, a énormément de value, même si ça provoque un ulti de Olaf. Donc voilà, il n'y a pas une seule cleanse ou on va dire une seule option qui ne paraît pas extrêmement viable. Toute la vision, comme tu l'as dit, a bel et bien été positionnée. Ça sent très fort le rush baron. On spawn, on peut se permettre de rush un baron on spawn dans cette situation? Là oui, dans cette situation à 10k gold d'avance à 19 minutes, c'est vraiment gratuit. Après justement j'aimerais bien les voir essayer d'occuper un peu cette jungle bot, jouer pour une T2 avec cet avantage de gold. Une T2 sans Herald c'est pas évident et c'est même pas forcément nécessaire, mais ça peut être un exercice qui pourrait travailler. Essayer de prendre de la vision et les camps justement. On sait que les camps top vont se mettre à respawn parce qu'on a pris le timer en y étant. Ouais, c'est peut-être le moment. Odo Amné s'en occupe. Odo Amné s'occupe de ses Krugs. On va continuer de maintenir la pression sur Jenax qui paraît bien sûr totalement désarmé face à Handsama et Trimby. Lilip qui vient à son secours. Est-ce qu'on a une petite ward pour surprendre les rogues? J'en ai pas l'impression. Le vision control vraiment sur le côté gauche me semble tout à fait parfait. Il n'y a absolument rien, aucun relais. Et une nouvelle T2 qui va tomber pour les rogues en moins de 20 minutes. C'est quand même 5 tourelles en 20 minutes, c'est pas rien. Ouais, là c'est trop, parce que là il n'y a même pas eu vraiment de setup, c'est les deux qui avancent et qui prennent la tour. Il y a plus grand chose à faire, j'ai l'impression, pour les SK. Le 3ème break qui va tomber à la 20ème minute, là, en tout cas pour l'instant, si on peut appeler ça un mid-game, il est réussi pour les rogues. C'est juste qu'il était facilité, on va dire, par un early game parfait. Mais donc, pas se mentir, c'est du très beau niveau que proposent les rogues. On arrive sur 3 items sur les 2 carries. Déjà 3 objets, absolument. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses à faire côté SK Gaming. Et voilà les observateurs qui nous montrent la vision. Comment voulez-vous prendre l'escouade des rogues qui poussent au niveau de la T2 lorsqu'ils sont aussi bien couverts? Quasiment inenvisageable, hormis si tu as bien sûr de Twisted Fate ou un Gangplank de ton côté éventuellement. Mais on est bien évidemment pas dans cette situation. On a un petit dragon bien entendu à jouer. Le baron qui fait son apparition sur la faille de l'invocateur. Avec la botlane qui est située sur le topside, on a le droit d'y penser. Ouais, le problème là pour les SK en plus c'est qu'ils ont une compo qui est plutôt une compo front to back avec 2 carries assez classiques. On a presque envie d'utiliser la range et de forcer les rogues à venir, mais le problème c'est que maintenant qu'on a le canon ultra rapide du côté de TF et qu'on n'a pas vraiment ce moyen de gérer le front to back, parce que Xayah elle seule je pense a plus de DPS que les 2 carries de SK. Les teamfights sont un petit peu compliqués, alors du coup il faudrait viser peut-être un flank de Jax et de Olaf, mais pareil il risque de se faire découper avant d'arriver au contact. C'est pas une situation facile là pour les SK. En side, ça commence à me plaire quand même ce Jax, mais bon, ça va probablement être trop tard. On va aller soloter ce petit dragon. En tout cas, les rogues qui sont pas venus pour déconner. On rappelle que dans ce match, ils jouent bien sûr la première place de ce Summer Split de LEC. Ça les propulserait directement au top. Étant donné que dans le head-to-head face au Misfit, ils sont en 2-0. Et bien entendu, derrière, les G2 eSports qui sont un match derrière, donc pas possible de matcher la saison régulière de Rogue, qui a priori devrait se terminer en 13 victoires, 5 défaites, si les SK Gaming, bien sûr, ne trouvent pas un rebond, et probablement le plus gros rebond de ce Summer Split là. Ce serait quand même un sacré exploit. Tout à fait. Les Rogues en tout cas qui... je pense qu'ils vont aussi avoir de la marge de progression pendant ces playoffs. On espère... je pense qu'en fait toutes les équipes en Europe, attention par contre. Ouais, ça va connecter bien sûr la Counter-Strike qui est utilisée par Jenax. Jenax il pourrait très bien trade 1 pour 1 ici, mais il est complètement immobilisé. Mais regardez-le, il est si endurant, mais il est si seul le top laner des SK Gaming. Et pourtant il a donné. Ouais,
c'est le problème du match-up, c'est que certes il a sa Counter-Strike pour cancel la Camille, pour jouer contre la Camille, mais le problème c'est que s'il la claque pas, la Camille gagne. Et du coup quand il la claque, TF peut venir. Ça va engager violemment ici Trimby qui cherche l'opportunité et qui ne va pas vraiment trouver grand chose. Une shockwave et peut-être un trade kill pour les SK Gaming, mais je crois bien que l'Everfrost va aller bloquer et supprimer Lilip. On voit les barres de points de vie qui sont quand même pas mal descendues, mais bon Dieu qu'on a de la marge. On va pouvoir avancer sur la dernière tourelle extérieure du côté du Shroud Commando. Il ne reste donc plus que la base, les T3 et le Nexus. Bon, des délimiteurs aussi. Tu te souviens du nom original de SK? Oui, le Shroud Commando. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je m'en souviens. Non plus. Ouais, pourtant t'as été à Berlin, tu trolls. Tu sais très bien ce que je sais dire en berlinois. Tout à fait. En allemand. en Ein allemand. Kebab mit Pommes. Ouais, et pas de feta, hein, s'il vous plaît. Attention, Non. Odo amené, peut-être en difficulté, mais non, rien qu'un hookshot ne puisse régler. On voit Inspired quand même, on pourrait resserrer, mais ce serait assez présomptueux pour les rogues. Il vaut mieux ralentir les choses avant de ressusciter les démons du mid-game qui les ont pas mal punis quand même dans ce summer. Ah là là. Alors là je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on va voir vraiment un mid-game difficile pour les rogues. Mais là ils vont pouvoir commencer tranquillement à tourner autour du Nash. C'est presque triste parce que finalement ils vont rentrer dans les playoffs sans vraiment avoir fait, avoir expérimenté de difficultés ou de progression. Alors peut-être qu'on va trouver une certaine satisfaction dans l'exécution propre de ce match, mais on est quand même pas mal porté par la laning phase. J'ai pas l'impression qu'on apprenne beaucoup sur ce match côté rogue et j'ai peur que ça puisse les desservir en quelque sorte. Bah c'est sûr, mais c'est le problème de Rogue, c'est qu'ils sont tellement forts en early game, les petites équipes, les équipes en bas du classement, qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de tester le mid game. Et par contre, contre les grosses équipes, bah, ça reste, du coup, ils découvrent un petit peu. Et donc c'est un peu un bien pour un mal pour le coup. Et les Rogues là qui arrivent dans la jungle. Oh là là, les dégâts! Ouais, petit Lich Bane, je sais pas s'il avait chargé son Z. On se fait plaisir pour l'Arsène, hein. Il nous a fait un build un petit peu coquin qui sort un petit peu des sentiers battus. Mais voilà, on veut mettre des grosses cartes et on va aller pull ce Baron Nashor tranquillement. Le vision control est pas insane, mais a priori satisfaisant. Est-ce que ça ressemble un peu à un flip, mais bon, il n'y a pas de plante, Olaf a pas de flash. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash sur Olaf, donc c'est un peu gratuit. Faut qu'il rentre. Attention quoi. à Trix. Attention, Lilip qui va trouver l'engage, le Baron Nashor qui est d'ores et déjà sécurisé. Lilip qui va être supprimé instantanément. Genax sur le flanc gauche qui tente de récupérer son 1v1. Genax qui a peut-être une belle counter-strike à poser, mais il ne parviendra pas à lâcher son bâton et c'est simplement un stomp. La shockwave est magnifique, mais il est déjà trop tard. Les Rogues qui sécurisent presque un ace ici. Est-ce que Jésus parviendra à s'en sortir? Il a l'air de courir un petit peu plus vite que Inspired. Jésus et Blue, les deux francophones de l'équipe. Ah non, Jésus finalement qui va se faire rattraper par le roi déchu qui va posséder son âme et sauter. Ah, il va tomber. Ah non, il a une stopwatch bien sûr en backup. Il avait trollé le bouclier. Ah les Rogues. 15 kills, 2 morts, Baron Nashor en poche. Est-ce qu'on a même l'obligation de sécuriser cette âme des nuages, franchement? Oh, pour le plaisir, ils vont le faire, mais là c'est sûr que la game commence à être un peu difficile. Hein. On voit Trist, il sait que c'est son boulot d'y aller, mais il dit les gars, je ne peux physiquement pas y aller, je vais mourir avant. Et c'est Lilip du coup qui vient donner son corps. Genax qui tente avec son Jax, hein, mais il n'arrive pas à déclencher ce Counter-Strike suffisamment tôt et se fait exploser. Par mais contre, les shockwaves sont bonnes depuis le début de la game quand même. Les shockwaves sont assez bonnes. C'est qu'après le teamfight est déjà perdu avant que la shockwave commence. C'est sûr. Il faudrait un petit prêt à la banque pour Blue, là, un petit Rabadon qui tomberait directement dans ses poches et on pourrait peut-être envisager des choses. Mais il semblerait que ce soit un petit peu trop compliqué. Alors le Baron Powerplay va encore durer 1 minute 25. Ça devrait être largement suffisant pour conclure le match. Mais sait-on jamais. On rappelle que le mid est open, que la wavebot va être amenée, qu'on a un Lich Bane colossal sur ce Twisted Fate. Donc les tourelles qui vont prendre 3 hits et qui vont simplement imploser. Donc défense aux tourelles de Nexus, c'est à peu près le dernier scénario qui reste. Hein. Ouais, est-ce qu'on a le flash sur Rakan? Pas encore, quasiment le flash pour éventuellement dive sous les tourelles de Nexus. Mais là, Larsen qui va arriver avec sa gold card. En plus, il a son passif chargé face à eux.
Lilip qui va louper un petit peu son engage mais qui a quand même forcé le flash out de Larsen. Lilip, chacun prend un relais pour taper sur Lilip. Lilip qui ne tombera pas, La Fontaine est juste à côté. On a peut-être l'occasion d'envoyer un second fight sans quand même des cooldowns majeurs sur cette Leona. Première tour du Nexus qui tombe, la deuxième qui va suivre. Il est temps de défendre ici, il faut pas que le Nexus soit open pour SK Gaming. Ont-ils le choix? 3 catapultes. On a 2 canons. Oh là là, et attention l'engage justement de la part de Trimby, tu en parlais, ça a l'air de bien scorer, la Shockwave qui n'a pas à être aussi banger, les dégâts sont trop faibles, les Rogues sont extrêmement loin devant, Nexus Open, on va aller soigner un petit peu ce KDA, on notera tout de même que ce double kill de Leona, c'est la Leona d'Inspired qui arrive à scorer tout cela, Jésus avec un petit dash-in pour terminer son Summer Split, et enfin Blue qui va nous faire un petit peu le KDA player. Il terminera cette game en 1-1-0 me semble-t-il. Hashtag report by team. Victoire des Rogues et première position dans ce Summer Split du LEC. Et les Rogues, comme d'habitude, qui confirment, ce sont les spécialistes de la saison régulière. Complètement. Maintenant, il va falloir aller remporter leur premier titre. Et ce sera pas évident pour eux. Même si le niveau européen, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Donc il y a vraiment moyen. On a vraiment de très très gros joueurs quand même chez les Rogues, et comme vous le disiez en pré-show, par exemple un joueur comme Odoamne qui a pu expérimenter des difficultés sur les grandes heures de Wunder, les grandes heures de Bwipo, n'est pas véritablement face à quelqu'un qui est au-dessus de lui au niveau de la chaîne alimentaire. On a un Hansama et un Trimby qui ont véritablement trouvé leur rythme, Inspired qui nous fait un Summer Split absolument indécent, Larsen peut-être comme angle d'attaque sur les Rogues en ce qui concerne les laning phase, parce que les Rogues ça gagne beaucoup par la qualité de ce laning. Complètement, c'est du Stomp pur et simple en early game, un niveau individuel qui est colossal, amené par des drafts qui ont tendance à être, disons, designés pour, mais c'était pas trop le cas de cette draft, mais d'habitude ils aiment bien avoir un gros match-up bot, un Lucian mid par exemple, et vraiment jouer dans l'agression, mais bon, c'est un style qui continue de fonctionner. Le problème de ce style en fait, c'est qu'il est très capé. Enfin, il est capé. Il est techniquement pas capé, mais qu'il dépend énormément de l'écart de niveau individuel entre les deux équipes, et que pour l'instant ça marche, mais que dès que tu joues contre des top teams, tu peux pas te reposer là-dessus, et c'est là où il faut pouvoir réussir à jouer correctement le mid game, et du coup, c'était pas encore ça quoi pour les Rogues tout simplement. Absolument, en tout cas aujourd'hui c'était largement suffisant face au barreau d'honneur des SK Gaming qui termine donc leur Summer Split sur ce match. On se quitte pendant 1 minute 30 et on débriefe bien sûr de cette rencontre ainsi que préparer la prochaine avec Chipsou sur le desk. A tout de suite sur ETP.